Nouveau numéro de WooZoom consacré à la 21e journée qui aura lieu ce samedi et ce dimanche sur Vous Sport World. On va s'intéresser, se concentrer, on va préfacer la rencontre qui va opposer samedi à 18h30 Arsenal à Manchester United. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Remy, Christian Schakels et Philippe Daman. Bonjour, tout va bien? Bonjour. Salut, tout va bien, ouais. Et on va commencer tout de suite avec Christian, avec le bilan, même si au moment où on enregistre cette émission, la 20e journée n'est pas encore tout à fait terminée. C'est enregistré avant le très attendu Tottenham-Liverpool, mais il y a de nouveau des changements dans le bilan général de cette première ligue, Christian. Avant cette journée, on était arrivé à la parité entre les victoires à domicile et en déplacement. Ben voilà, les victoires en déplacement ont repris un peu de l'avance avec 4 victoires de plus. Ça, les partages aussi, il y en a un peu plus. Et puis, de toute façon, au niveau des buteurs et des donneurs d'assists, rien n'a changé. Et on est toujours à peu près à la même moyenne dans cette journée. Alors, parmi justement ces victoires en déplacement, il y a eu l'énorme surprise du côté d'Old Trafford et la victoire de Sheffield United, le dernier en déplacement chez le premier, puisque Manchester United était premier avant cette 20e journée. C'était Philippe Daman qui était au commentaire. Alors, Philippe, on est encore tous sur le choc. Que s'est-il passé dans ce match, dans cette série donc de Manchester United qui s'est terminée à domicile face au dernier qui n'avait gagné qu'un match avant mercredi soir? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'une part une équipe de Sheffield qui a évidemment besoin, enfin ça c'est pas nouveau, de points et qui a fait un gros match parce qu'ils sont venus avec beaucoup de volonté, beaucoup de cœur. Ils se sont donnés à fond sur tous les ballons. Avec une équipe qui était quand même déforcée, il y avait quand même Jagielka, 38 ans, qui est né dans la région de Manchester, donc pour lui ça a été un match vraiment très particulier. Et puis de l'autre côté, une équipe de Manchester qui a vraiment peiné, qu'on a senti fatigué, surtout en fin de rencontre quand il fallait revenir, et qui n'a pas été suffisamment tranchante défensivement pour éviter des problèmes, et qui surtout offensivement n'a quasiment rien créé comme danger. Donc voilà, c'est un peu peut-être une fin de cycle pour une équipe qui a beaucoup gagné et qui a beaucoup remonté des situations. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Bon, fin de cycle, je ne sais pas, Jean-François, mais en tout cas, accident de parcours pour Manchester United qui venait pourtant de se qualifier en Cup en battant Liverpool quelques jours plus tôt et qui là chute à domicile. Ceci dit, c'est plutôt à domicile que Manchester a des problèmes cette saison en championnat. Oui, ben pour être honnête, hein, quand on a discuté ensemble pour préparer un petit peu toutes ces émissions, etc., moi je m'étais déjà projeté en disant ils vont évidemment gagner contre Sheffield, ça va pas être un problème, etc. Donc j'avais quelque part basé mon raisonnement là-dessus. Et puis, ben, force est de reconnaître que hier soir, patatras, ils sont battus. Comme quoi, quand même en football, quand la tête ne va pas, les jambes ne vont pas non plus. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette équipe qui, sur une excellente série, a peut-être pris ce match un petit peu de haut, a peut-être pris l'adversaire un petit peu de haut, un adversaire déforcé qui plus est, qui n'a pas mis de rythme dans la rencontre, qui a subi, enfin voilà, et donc le résultat c'est une défaite. Alors bien évidemment, dans d'autres circonstances, avec un peu de réussite, avec un peu de ceci ou avec un peu de cela, ils s'en seraient peut-être sortis autrement. Mais là, ça n'a pas été le cas. Donc c'est une grosse gifle, et j'avoue qu'à titre personnel, quand j'ai découvert le résultat, j'étais extrêmement surpris. Donc grosse surprise. On voit donc sur cette infographique la série de 13 matchs sans défaite en championnat de Manchester United s'est interrompue mercredi soir dans cette défaite à Old Trafford face à Sheffield. Oui, ouais, seulement trois partages. Malheureusement, voilà, cette fin de série avec la défaite contre Sheffield. Il faut quand même savoir qu'au match aller, le 2-3 avait quand même été un peu tiré par les cheveux et il y avait eu des rebondissements en fin de match. Et ils avaient été surpris par cette équipe à ce moment-là. Et là, voilà, de nouveau. Donc, voilà, peut-être que c'est la mauvaise passe que les autres équipes subissent aussi pendant cette saison. Ils vont peut-être rentrer là-dedans. Maintenant, il va falloir réagir directement lors du match de ce week-end contre Arsenal. Cette première ligue reste évidemment imprévisible. On l'a vu, Burnley aller gagner à Liverpool la semaine dernière. Là, on voit Sheffield United aller gagner du côté d'Old Trafford. Bon, il y a eu une très très bonne série évidemment pour les Red Devils, mais il y a toujours des petits problèmes, Christian, et on va dire notamment au niveau de la gestion des phases arrêtées défensives. En préparant l'émission, Jean-François me demandait mais quel était exactement un des points faibles défensifs de United. Bon, à part les premiers matchs où c'était un peu plus compliqué, mais ils avaient rééquilibré ça, sinon c'était impossible de faire une série comme ça de victoires et de matchs nuls. Mais il y a une constante depuis le début de la saison. Ce sont les phases arrêtées défensives. Là, il y a un vrai problème. Au début, c'était les pénaltys dans la mauvaise période. Ils ont eu 4 pénaltys, je crois, de suite pendant cette première période. Et puis après, depuis cet enchaînement, depuis la défaite contre Arsenal,
ils ont encaissé beaucoup de buts sur phase arrêtée, mais sans penalty. 7. Donc, comme on peut le voir sur l'infographie, ils ont encaissé 3 corners qui viennent de la gauche contre West Ham, Southampton et Leeds, 2 corners de la droite contre Sheffield, 2 fois contre Sheffield, dont notamment avec un but hier soir qui leur provoque une défaite. Il y a un coup franc direct contre Southampton et il y a un coup franc indirect contre Aston Villa. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le voir, j'ai mis les scores à côté. Il n'y a que le match d'hier qui a eu une conséquence négative où ils ont perdu tous les autres matchs où ils ont encaissé sur phase arrêtée. Ils ont malgré tout eu la réponse offensive pour gagner. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Attention, on sait que comme on l'avait évoqué dans le dernier Zoom, sur les phases arrêtées, tout le monde est égal. Et donc, il faut absolument être intransigeant sur ce genre de situation-là. Sinon, dans l'ensemble du jeu, il y a quand même eu d'énormes améliorations. On peut donc constater que Manchester United a quand même progressé au niveau défensif, même s'ils ont encaissé déjà 27 buts depuis le début de la saison. Mais il y a toujours aussi, en plus évidemment de ces buts encaissés sur phase arrêtée, cette mauvaise habitude, Philippe, d'encaisser le premier but dans les matchs de Première Ligue. Oui, c'est quand même frappant. C'était hier la 10e fois dans ce championnat qu'ils encaissent les premiers dans un match. Ça fait quand même 50% de leur match depuis le début de la saison. Et il faut noter aussi qu'ils ont pris 10 buts dans la première demi-heure. Donc il y a une corrélation très claire entre ces faits-là. Et quand on encaisse aussi souvent les premiers dans un match, même si on parvient à retourner les situations, ça ne peut pas fonctionner tout le temps, comme hier. Et donc je pense qu'à ce moment-là, on n'est pas encore suffisamment solide que pour prétendre à aller chercher un titre en fin de saison. Par contre, Manchester United est solide en déplacement, Jean-François. Ils ont d'ailleurs pris beaucoup plus de points en déplacement. C'est la meilleure équipe away dans cette Première Ligue avec 8 victoires et 2 partages. Donc voilà, il y a l'accident face à Sheffield United, mais c'est pas pour ça qu'il faut maintenant douter de cette équipe des Red Devils et qu'il faut tout remettre en question. Non, 24 buts marqués en déplacement, 12 buts encaissés. Donc voilà, c'est une équipe qui a toujours été, depuis le début de cette saison, plus performante à l'extérieur. J'ai envie de dire, pour faire un tout petit peu le lien encore avec ce qui s'est passé hier, pas de bol, ils ont dû faire le jeu. Donc, ils se sont trouvés dans une situation qui ne leur convenait pas. Ce ne sera pas le cas du prochain match à Arsenal, probablement, où ils vont pouvoir retrouver les pantoufles dans lesquelles ils se sentent bien, c'est-à-dire celles du contre, de l'attaque rapide et de ce qui correspond sans doute mieux à leur ADN aussi de cette saison-ci. Donc voilà. Mais oui, c'est une série qui doit se poursuivre. C'est quand même magnifique de se dire qu'en 10 matchs à l'extérieur, ils sont toujours invaincus. Donc, ce sera un match à l'extérieur qu'ils devront aller disputer face aux Gunners. Donc, je pense qu'ils devraient normalement retrouver tous leurs esprits dans cette rencontre. Un mot quand même sur le duo Marcus Rashford, Anthony Martial. Si on regarde leur parcours sur les 8 derniers matchs de championnat, c'est un but seulement pour Martial, un but sur Rashford. Là, on peut être un petit peu déçu, en tout cas des statistiques. Martial qui s'est fait démonter par certains consultants suite à la rencontre d'hier, comme d'autres. On pense à Pogba dont Philippe avait parlé tout à l'heure. Mais Pogba, on sait qu'il peut être extraordinaire dans un match et puis être complètement banal dans le suivant. Moi, j'aime bien les profils de Martial, j'aime bien les profils de Rashford. Maintenant, Martial, c'est pas la première fois qu'il nous montre que dans son rôle de finisseur, il a quand même pas mal de déchets. Oui, mais en même temps, il faut avoir des ballons pour pouvoir finir. Et hier, il n'en a pas eu beaucoup. Donc, je pense que c'est un petit peu injuste de prendre des têtes et de dire c'est leur faute. Hier, je trouve que c'est une défaite collective, vraiment. On a pris De Gea aussi comme responsable sur les 2 buts. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ce sont des fautes collectives. On ne défend pas le gardien sur un coup de coin. Bah oui, effectivement, il se fait bousculer. Bah, le ballon, il est au fond du but. Ça peut tourner autrement. On peut siffler la faute. Sur le 2e but, c'est quand même Tuanzebe qui manque des dégagements. Et puis finalement, on dit que c'est la faute de Dégage. Je ne comprends pas. C'est collectif de prendre des buts comme ça. Et face à un collectif qui en face en veut vraiment, a de l'énergie et doit absolument prendre des points, parfois ça fonctionne et hier ça a fonctionné. Justement, on peut faire la transition parce que du côté d'Arsenal, on a retrouvé un vrai collectif. Sur les 6 derniers matchs, il y a 5 victoires, un partage. Tout avait commencé lors du Boxing Day, cette victoire face à Chelsea. Et depuis, Christian, ça va beaucoup mieux. Arsenal n'est plus une équipe qui se bat pour le maintien, mais qui a maintenant des ambitions européennes. Et on va voir surtout que c'est le modèle offensif qui a progressé, qui s'est amélioré, qui permet maintenant d'aller chercher les victoires qui n'étaient pas là en début de saison. 14 premiers matchs, 12 buts, 6 derniers matchs, 14 buts, ça dit tout en fait, et la manière surtout.
Alors, je crois que il y a beaucoup d'entraîneurs dans beaucoup de compétitions. Ils sont très contents et ils ont une philosophie de vouloir s'imposer dans le camp d'adversaire et de pouvoir être surdominant placé tout le temps. Mais il faut quand même se rendre compte que ce qui fait du bien, ce sont les buts sur jeu dominant rapide et les buts sur jeu direct. Et comme vous pouvez le voir en jaune, il y a quand même sur les buts de plein jeu, donc sur les 12 de plein jeu, il y a la moitié qui est marquée dans ce domaine-là. Et ça, c'est vraiment un gage de réussite offensive. Donc là, il y a une énorme progression avec en plus les performances de la Lacazette, comme vous pouvez le voir avec 5 des 14 buts, il y a 4 buts pour Saka. Donc ça marche très très bien. J'espère qu'ils vont continuer à garder une philosophie de jeu, d'avoir la possession de balle, mais de profiter de ces alternatives comme le fait si bien Manchester United. C'est pour ça qu'on va pouvoir probablement assister à un match avec des transitions très intéressantes. Mais s'ils continuent comme ça se passera très bien pour eux jusqu'à la fin de la saison. L'équipe d'Arsenal qui a donc retrouvé le chemin de la victoire, qui a aussi réussi pour le moment une remontée assez intéressante au classement. Ils sont 9e avec 30 points. Puis c'est une équipe aussi, avant de peut-être de continuer sur le côté offensif, un mot quand même sur l'aspect défensif aussi. Ils ont encaissé qu'un seul but sur les 5 derniers matchs de championnat. C'est là aussi que la différence se fait évidemment. Il faut d'abord défendre et puis il faut d'abord être intransigeant défensivement. Et là, à partir du moment où ça se passe bien, c'est beaucoup plus facile offensivement parce que dès qu'on marque, on prend l'avantage et on sait qu'on est solide derrière. Et c'est quelque chose qui ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, il faut être à la fois performant défensivement, comme les Manchester City, et la remontée de City, c'est la même chose. C'est d'abord les clean sheets et être fort défensivement. Donc, sur ces 14 buts qu'on vient voir dans l'infographie précédente, on voit en fait que c'est très, très partagé de plein jeu. Donc, ils ont marqué 12 buts de plein jeu, comme vous pouvez le voir en haut de l'infographie. 4, 4 et 4. Donc, c'est très, très bien partagé au niveau de la latéralité. Dans le jeu posé, comme ils aiment bien, donc le passage par les flancs et donner des centres, ça continue à être performant. 4 centres qui viennent de la droite en dernière zone et 2 de la gauche. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est justement cet aspect où on voit le passage par l'axe, où ça déroule, où ça vient dans la rapidité, ça vient dans la reconversion rapide, ça vient dans le jeu rapide. Et ça permet de faire d'énormes différences dans des matchs où il faut jouer avec un bloc plus bas, où il faut profiter de ces reconversions rapides. Et on voit que c'est très impressionnant. Et donc, on va avoir une très belle bagarre entre le passage par l'axe de Manchester United et le passage par l'axe d'Arsenal lors de cette rencontre de ce week-end. Peut-on être surpris, Jean-François, du rebond de cette équipe d'Arsenal qui avait quand même touché le fond au mois de décembre, avant justement cette victoire lors du Boxing Day? Depuis, tout va très bien, même s'il y a eu une élimination en Cup à Southampton le week-end passé, mais c'est une équipe qui marque plus, qui encaisse beaucoup moins. Donc l'équilibre a enfin été trouvé par Mikel Arteta. Oui, je ne sais pas si on peut être surpris cette saison de beaucoup de choses. Pourtant, la vérité d'un jour n'est plus celle du lendemain et inversement. Moi, j'ai pas eu de chance, hein. Honnêtement, je vais vous dire, j'ai commenté le seul 0-0, le seul partage. Et de tout ce que Christian vient de dire maintenant, personnellement, je n'ai, dans cette rencontre-là, rien vu du tout. Ni attaque rapide, ni solution, ni flanc, ni rien. Donc, ce que j'aspire maintenant dans cette rencontre face à Manchester, c'est de voir. Doit-on s'inquiéter, puisque vous serez aux commentaires de cet Arsenal Manchester United? Peut-être que les supporters d'Arsenal peuvent s'inquiéter, je n'en sais rien. Non, mais tout ça pour dire que, voilà, si vous m'aviez demandé juste après le match contre Crystal Palace un avis sur cette équipe, je n'aurais pas su quoi vous dire sur le plan offensif. Mais je lis attentivement ce que Christian vient de montrer. Je trouve ça super intéressant de voir la progression dans les attaques rapides. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour cette équipe qui, je trouve qu'il n'a pas assez insisté là-dessus, qui dans tous les premiers matchs, donc c'est-à-dire jusqu'à cette série de 6 rencontres, n'avait pas marqué sur attaque rapide du tout. Et je trouve que là, il y a une vraie progression et il y a une vraie signification de ce qu'on dit souvent dans cette émission, c'est qu'une équipe qui n'a pas cette alternative du jeu rapide ne peut pas se trouver au classement, on va dire, dans des situations confortables. Donc, et surtout si on a des ambitions. Donc, je dirais que pour cette équipe d'Arsenal, maintenant, je m'inquiète pour eux quand même sur un petit point, c'est qu'à domicile, ils sont pas très, 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 très à l'aise. Hein. Attention, quand même. Ils ont le même bilan que Manchester United. C'est 4 victoires, 4 défaites, 2 partages à domicile. Exactement. Et un ratio but marqué, but encaissé qui est quand même très, très proche. C'est 12 buts marqués pour 11 buts encaissés. Donc,
Donc voilà, on va voir aussi, on va voir si l'équipe aussi, quelle équipe sera sur le terrain aussi. Ça va être la grande question. Puis si je dois rebondir tout simplement sur les 2 derniers matchs qui se sont passés maintenant et qui nous ont donné une bonne référence finalement entre un match de cup et un match de championnat, on a eu 2 rencontres assez différentes. Et ce qui a peut-être changé dans le championnat et qui a permis à Arsenal de finalement rester sur une belle victoire face à Southampton, c'est peut-être justement dans l'agressivité, dans le pressing qui a été mis dans cette rencontre-là. Donc, je pense qu'une des clés aussi déterminantes dans le match face à Manchester, ça va être cette agressivité dont les attaquants doivent faire preuve aujourd'hui pour vite mettre l'intensité dans la récupération du ballon. Alors, le changement aussi, Philippe, c'est la présence maintenant de jeunes joueurs. Il y a eu vraiment un déclic lorsque Smith Rowe est devenu titulaire, lorsque Saka a confirmé le gros potentiel qu'on lui avait attribué il y a déjà quelques mois. Il y a Martinelli aussi qui est venu dans l'équipe. On peut dire que ça a apporté un véritable nouveau souffle ou un souffle nouveau. C'est des joueurs qu'on avait déjà pu voir à l'œuvre la saison dernière et qui avaient montré des possibilités. Maintenant, ils s'étaient retrouvés depuis le début de la saison dans une situation compliquée pour des jeunes quand même, d'être avec cette histoire Ozil qui a traîné. Il n'y a pas vraiment de patron dans l'équipe. Et pour un jeune, il y a besoin non seulement de son talent, mais il y a aussi besoin d'une équipe qui fonctionne. Sinon, c'est quand même très très difficile. Ou alors, il faut être un talent à la Messi pour tout d'un coup exploser quand ça va mal. Mais je pense que là, ils sont rentrés dans une phase où ils ont des résultats. Donc, ils vont pouvoir peut-être plus calmement développer leur talent et un groupe qui fonctionne, ça bonifie tout le monde. S'ils sont vraiment très bons, on ne tardera pas à le voir chaque semaine, je pense. Alors, un des premiers joueurs que Mikel Arteta met sur sa composition, sur son 11 de base depuis maintenant de nombreux mois, c'est Bukayo Saka. Christian, alors il a marqué 4 buts depuis la bonne série d'Arsenal sur un total cette saison de 5 buts et de 2 assists. Voilà, il est un des artisans de cette période. On a essayé de regarder comment était son modèle au niveau des buts marqués. 5 buts marqués, c'est tout le temps sur du jeu dominant placé, placé étroit et rapide 2. Donc pas encore assez dans la reconversion rapide, pas du tout sur phase arrêtée, pas de tir de loin. Donc il faut que l'équipe ait le ballon, il faut que ça soit haut. Et il faut avoir une présence importante dans le rectangle. Donc c'est ce qu'il fait. Il a ajouté 2 assists comme son collègue Smith Rowe, qui a 3 assists aussi pendant cette période-là. Ben voilà, il participe au renouveau offensif de ces 6 derniers matchs. Alors Jean-François, Bukayo Saka a 19 ans et ce qui est assez impressionnant chez lui, c'est sa polyvalence puisqu'il a déjà joué sur les postes défensifs à gauche comme à droite, sur les postes offensifs à gauche comme à droite. Depuis quelques matchs, il est placé du côté droit et ça fonctionne plutôt bien parce qu'il a marqué, parce qu'il a donné des assists. Il a marqué d'ailleurs 2 buts sur les 2 derniers matchs de championnat. Il est jeune, il est talentueux, il a une chose essentielle dans le football moderne, c'est de la vitesse, de l'engagement. Il a un gros moteur. En plus de la vitesse, il y a vraiment un gros moteur. Un gros moteur, de l'engagement et visiblement une excellente mentalité. Il ne faut pas quand même sous-estimer le fait qu'il a mis de côté, enfin entre guillemets, Pépé par exemple, Willian aussi dans des registres comme ça. Donc, sont quand même sa jeunesse en tout cas. Est assez mature parce que finalement il apporte à cette équipe des choses surtout dans ces dernières semaines. Voilà, je trouve que c'est un joueur intéressant. De nouveau, à titre personnel, pour les fois où j'ai l'occasion de commenter Arsenal, je ne suis pas tombé sur ses meilleurs matchs, donc je peux rester moi en tout cas encore demandeur et j'espère en voir plus face à Manchester notamment, mais évidemment jeune potentiel et à 19 ans surtout, il est déjà international aussi, donc voilà, c'est à l'image en fait de ce que l'Angleterre nous propose pour l'instant. Il y a énormément en Angleterre de jeunes talents qui ont entre 18 et 23 ans aujourd'hui et qui alors on les voit pulluler un petit peu partout. Il faut rappeler quand même aussi, parce que c'est dans l'ADN du club d'Arsenal, c'est les investissements qui ont été quand même faits pendant de nombreuses années sur la jeunesse. Donc ce serait dommage de ne pas l'avoir aboutir aussi. Donc voilà, c'est la résultante de tout ça qui est intéressante à observer. Et parmi ces autres jeunes, il y a évidemment Smith Rowe qui est titulaire depuis maintenant 6 matchs. Alors, est-ce que c'était le profil qui manquait à Mikel Arteta? On va dire que c'est un vrai numéro 10 qui est capable de jouer dans toutes les zones offensives, qui est capable d'apporter du soutien sur les flancs comme dans l'axe. Il a réussi
3 assists depuis qu'il est titulaire. Donc là aussi, c'est un véritable plus et il remplit finalement une case qui était laissée vide depuis que Ozil avait été mis de côté par Mikel Arteta. Oui, Philippe. les 3 assists qu'il a donné, donc il y en a 2 sur dominant placé et 1 sur jeu rapide. Donc il a cette capacité de pouvoir alterner. Il faut voir maintenant, il faut que ça confirme et il y a un renouveau, il y a un ensemble, il y a une dynamique qui est positive dans l'ensemble et peut-être que ces jeunes sont contents d'évoluer ensemble et de montrer à ceux qui étaient là depuis des années et des saisons qu'il faut se bouger pour pouvoir créer des résultats. La comparaison entre Özil et lui dans un poste relativement semblable, ça fait un monde de différence. On a quelqu'un qui court tout le temps, qui chasse le ballon et qui essaie de construire en même temps, contre quelqu'un qui courait plus du tout et se désintéressait un petit peu de tout ce qui se passait. Bon, il faudra qu'il confirme, mais je pense qu'effectivement, c'est un profil vraiment très très intéressant. Il faut voir les complémentarités qui vont se développer en continuant à gagner. Encore une fois, il faut que cette équipe ait des résultats et que ça continue à développer le potentiel de ces joueurs, qui est à mon avis très grand. Un potentiel évident, mais est-ce qu'il, voilà, et Philippe a dit, pour continuer à progresser, il faut qu'il continue à jouer. La question qu'on peut se poser à son sujet, vu quand même l'arrivée d'un nouveau joueur dans le noyau. C'est la nouvelle de la semaine, l'arrivée de Martin Ødegaard, prêté donc par le Real. On rappelle quand même le profil. C'est un joueur qui est devenu international norvégien à l'âge de 15 ans, transféré au Real à 16 ans, prêté plusieurs fois, notamment aux Pays-Bas, la saison dernière à la Real Sociedad. Et on va dire que lui aussi, c'est un véritable numéro 10, donc il vient pour faire concurrence, évidemment, à Smith Rowe. C'est un profil très intéressant. Il a marqué 16 buts en championnat national depuis le début de sa carrière, 3 pour Heerenveen, 9 pour Vitesse et 4 pour la Real Sociedad. Il peut être intéressant dans un jeu dominant parce que si l'adversaire a un bloc équipe très bas, il a cette faculté de marquer des buts sur tir au rectangle. Donc il a une frappe de balle exceptionnelle. Il a marqué 11 de ses buts avec 2 coups francs directs inclus sur les 16. Et surtout, au niveau des assists, il a 23 assists, mais il faut savoir qu'il a plus de la moitié des assists qui sont sur phase arrêtée, notamment sur corner et sur coup franc indirect. Donc il peut déposer le ballon. Attention, dans le jeu, j'étais un peu surpris de voir en fait que, à l'instar de De Bruyne qui peut se déplacer sur le flanc et donner des centres, lui, sur toute sa carrière jusqu'à présent, il n'a jamais donné un assist sur centre et il a besoin de combinaisons de passes très hautes dans le jeu. Par contre, il peut donner des passes assez verticales et tranchantes qui peuvent déterminer des attaques rapides ou des reconversions rapides. Donc, il va falloir qu'il trouve sa place. Et surtout que s'il est titulaire, il faudra le laisser donner les phases arrêtées. En tout cas, Jean-François, avoir Ødegaard en Première Ligue, ce serait une vraie curiosité. Il avait été présenté il y a quelques années comme un nouveau phénomène mondial. Et là, maintenant, il a 20 ans ou 21 ans, donc il va falloir quand même prouver ses qualités. Et il a choisi évidemment un grand club et un championnat assez compliqué pour le faire. Ouais, je crois 22 ans. Mais ceci dit, pour aller dans le sens de ce que Christian disait sur l'infographie qu'on vient de voir, s'il est bon dans le jeu, dans les jeux en combinaison par l'axe, ça tombe bien. C'est dans les 6 derniers matchs ce qui a été mis en évidence par Arsenal aussi. Donc il va tomber là dans un schéma qui va lui convenir. Les phases arrêtées, je pense que ils vont pas avoir trop de soucis à lui laisser parce que pour l'instant, il n'y a pas quelqu'un qui s'impose dans ce domaine-là. Je serais curieux de voir s'il va jouer d'entrée de jeu, on va dire, directement. Il y a une possibilité. Smith Rowe est sorti. Il était légèrement blessé lors de ce match de Première Ligue à Southampton. Aubameyang, on sait qu'il ne joue pas pour le moment pour des raisons privées, familiales. On ne sait pas s'il sera de retour de ce week-end. Donc, il y a une vraie chance déjà peut-être de le voir face à Manchester United. Voilà, première découverte. Donc, une bonne raison déjà pour les supporters d'Arsenal et puis pour les amateurs de foot anglais de regarder ce match-là parce que c'est déjà rien que ça un élément important. C'est peut-être une pièce qui a manqué dans le puzzle global parce que quand on regarde l'entrejeu aujourd'hui, ça a de la gueule avec Partey qui apporte le côté athlétique. Il y avait aussi Xhaka et puis il manquait peut-être quelque chose là au niveau de la liaison dans l'entrejeu, même si ça a été bien fait ici par la jeune garde d'Arsenal. Mais voilà, ça apporte dans un secteur de jeu quelque chose peut-être de très intéressant pour terminer cette saison. Et puis Mikel Arteta, peut-être qu'il va regarder le Vouzou, mais il aura vu que sur phase arrêtée, Manchester encaisse beaucoup, donc il aura intérêt à faire jouer Ødegaard puisqu'il est bon dans ce domaine-là. Écoutez, on verra samedi avec ce match programmé donc à 18h30. Jean-François, vous serez aux commentaires. Merci à Philippe, merci à Jean-François, merci à Christian. On vous souhaite une bonne journée, un bon week-end de Première Ligue sur vous Sport World et à très bientôt. Bye bye.